Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de l'Assomption, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement, de développement durable et des parcs. Monsieur le député. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, nous sommes donc réunis ce soir pour procéder à l'adoption du principe de ce projet de loi numéro 71, la loi concernant des mesures de compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique. Madame la Présidente, le ministre a bien indiqué qu'il s'agit d'un projet de loi qui a un certain caractère d'urgence, malgré que le niveau d'urgence soit relativement discutable. Ce qu'on comprend, c'est que à un moment où on sait qu'on pourrait avoir le déclenchement d'une campagne électorale à peu près à n'importe quel moment, on comprend quand même que le gouvernement veuille faire preuve de diligence, disons, dans le cadre de l'étude de ce projet de loi, puisqu'il vient corriger temporairement, et je reviendrai sur le caractère temporaire qui doit absolument être davantage présent dans ce projet de loi, donc qui vient corriger de façon temporaire ce qu'on pourrait qualifier on peut le qualifier de différentes façons. Disons que j'utiliserais peut-être le terme bévue de la part du gouvernement qui a institué une politique sans nécessairement et qui a perduré à utiliser ces mêmes pratiques que le ministre a décrit un peu plus tôt, tout en sachant que les bases, disons, l'encadrement juridique de ces pratiques était pour le moins à la limite là, des bonnes pratiques, on pourrait dire, en termes d'approbation de projets, puis en termes de mesures de protection de l'environnement. Et c'était tellement à la limite que ce qui devait arriver arriva, Madame la Présidente, c'est-à-dire que le 12 mars 2012, un juge de la Cour supérieure du Québec a invalidé la directive que le gouvernement utilisait depuis 2006 pour demander des compensations en matière de destruction des milieux humides. Par contre, avant d'aborder le fond du projet de loi et de son principe, je voudrais quand même souligner le fait que l'opposition officielle a accordé son consentement au fait de procéder à l'adoption de principe du projet de loi numéro 71 avant que des consultations particulières se déroulent. C'est, vous en conviendrez, plutôt inhabituel, même si ça arrive de temps à autre. Là, ce n'est pas une mesure d'une très rare exception, mais pour nous, c'est une mesure que l'on doit éviter au maximum, puisque, d'une certaine façon, de procéder à l'adoption, de commencer l'adoption d'un projet de loi avant même qu'on ait pu entendre les différentes parties intéressées, c'est un certain manque de respect, je vous dirais, par rapport à ces organismes et ces citoyens que nous aurons à entendre. Ce sera jeudi prochain que la Commission des transports et de l'environnement est convoquée pour procéder aux consultations particulières. Et donc, je vous dirais que ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons accepté de donner notre consentement pour procéder à l'adoption de principe avant même d'avoir tenu les consultations particulières, mais devant, je vous dirais, le caractère quand même, on reconnaît l'importance des milieux humides et de pouvoir colmater rapidement la brèche qui a été faite aux mesures de protection des milieux humides. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, malgré tout, donné notre consentement, mais comme je voulais souligner le fait que
ce n'est pas de gaieté de cœur que nous le faisons, c'est un peu à reculons, je dois l'avouer. Surtout, Madame la Présidente, que le gouvernement refuse d'entendre un certain nombre d'intervenants qui auraient voulu être entendus lors des consultations particulières. Alors, il y a un certain nombre de groupes. Alors, on va quand même remplir la journée de jeudi. Ça sera une bonne journée de travail pour les membres de la Commission des Transports et de l'Environnement pour entendre différents groupes. Mais je crois qu'il y a deux autres citoyens et groupes d'intérêt qui ont manifesté leur intérêt, leur vif intérêt, je vous dirais, de pouvoir être entendus. Et de notre côté, au Parti québécois, dans notre rôle, le rôle qu'on assume actuellement, et espérons-le temporairement d'opposition officielle, c'est essentiel que nous puissions donner au plus grand nombre de citoyens la capacité de pouvoir venir exprimer leur point de vue devant les parlementaires, pour la simple et bonne raison que le slogan de l'Assemblée nationale, et je crois que normalement nous le partageons tous, c'est « place aux citoyens ». Et donc, lorsque les parlementaires abordent l'étude d'une pièce législative, eh bien, je pense que c'est la moindre des choses, Madame la Présidente, que tous les différents points de vue qui existent dans notre société, pas tous les points de vue, puisque vous savez que avec les nuances, chaque individu peut avoir ses particularités propres et on n'entendra pas quelques 7-8 millions de points de vue. Par contre, on peut bien les caractériser. Et dans ce dossier-ci, ils sont non seulement bien caractérisés, mais je vous dirais plutôt très polarisés même. Il y a des points de vue qui sont vraiment aux antipodes et je pense que ça aurait été la moindre des choses que l'on puisse entendre des expressions relativement équilibrées des deux côtés de la médaille. Malheureusement, malgré l'insistance de notre leader parlementaire, ça n'a pas été accepté. Et ça aussi, je voulais quand même le mentionner. Surtout en considérant qu'il s'agit d'un projet de loi qui a un caractère temporaire, je le mentionnais, mais qui a aussi un caractère plutôt inhabituel. Inhabituel en ce sens que il s'agit d'un projet de loi qui, d'une part, agit de façon rétroactive et, en plus, qui vient suspendre les droits juridiques de certains citoyennes du Québec. Je souriais d'ailleurs, Madame la Présidente, aujourd'hui, lorsque j'entendais le leader du gouvernement, le ministre de la Justice, qui disait que jamais il ne voudrait, ici en cette enceinte, venir restreindre le droit de citoyens de pouvoir avoir accès à la justice. Ben, dans ce cas-ci, on doit le reconnaître, même si et c'est une des choses qu'on va devoir faire avec ce projet de loi, c'est s'assurer qu'il est très, très, très bien balisé, parce que la restriction de droits, comme ce projet de loi entend le faire, on s'entend que c'est quelque chose qui doit être qui doit arriver le moins souvent possible ici à l'Assemblée nationale, mais nous reconnaissons que parfois ça peut être nécessaire. Par contre, c'est à prendre avec des pincettes et c'est une des raisons pour lesquelles nous estimons que l'ensemble des différents points de vue qui ont manifesté l'intérêt d'être entendus devant les parlementaires lors des consultations particulières, qu'on aurait dû accepter du côté du gouvernement, on aurait dû accepter de les entendre
Et le refus de les entendre ne fera pas en sorte, ça je peux au moins rassurer ces citoyens-là, que l'opposition officielle ne va pas poser toutes les questions, je dirais, relever toutes les pierres pour nous assurer, lors de l'éventuelle étude détaillée de ce projet de loi numéro 71, que l'on puisse vraiment baliser de façon extrêmement précise les droits qui sont accordés au gouvernement d'une part et la suspension temporaire des droits des citoyens d'autre part. Alors, si je reviens au projet de loi, plutôt au contexte qui a amené ce projet de loi, souvenons-nous que le 12 mars 2012, donc, je l'ai mentionné tout à l'heure, le juge Martin Dallaire de la Cour supérieure du Québec a rendu un jugement important en matière de protection de l'environnement en ce qui concerne la protection et les mesures de compensation pour les milieux humides et les milieux hydriques au Québec. Et les principales conclusions de la Cour, Madame la Présidente, sont les suivantes. Premièrement, que la directive numéro 06-01 qui concerne la compensation de la perte d'un milieu humide comme condition à la délivrance d'un certificat d'autorisation est nulle et de nul effet. Aussi, que la directive numéro 06-01 vise à imposer une altération et une limitation au droit fondamental de la propriété prévu à l'article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne, et donc, en conséquence, la compensation exigée par la directive est reconnue illégale par le juge. On arrive aussi à finalement à l'autre conclusion, c'est que l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre en matière de protection de l'environnement doit tenir compte de la viabilité économique et du développement qu'un projet est susceptible d'amener dans la région visée. Donc, le juge dit qu'il faut que le pouvoir discrétionnaire soit balisé de certaines façons. En ce qui concerne l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre dans cette directive, le juge fait un survol de la jurisprudence et il réitère que la loi sur la qualité de l'environnement est une loi d'ordre public qui donne au ministre une large discrétion dans l'élaboration des directives qui vont servir ensuite à guider l'application de cette loi donc sur la qualité de l'environnement. Mais cela dit, le juge Dallaire rappelle que le pouvoir discrétionnaire du ministre n'est pas absolu. Et il suggère par le biais d'une directive, par le biais d'une directive, d'éviter d'avoir recours au certificat d'autorisation. Le juge Dallaire croit que le ministre outrepasse les pouvoirs que lui confère la loi habilitante. Donc, en conclusion de l'analyse donc de cette décision, on arrive au point où, en raison de ce jugement, le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs devra revoir la manière dont il utilise les outils administratifs afin d'appliquer la loi sur la qualité de l'environnement et les règlements applicables. Et on constate donc que le jugement a une portée plus large que simplement la protection des milieux humides, parce que, dans le fond, il s'applique à l'ensemble des directives, des lignes directrices, des politiques utilisées par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, qui devront être intégrées dans la loi sur la qualité de l'environnement ou dans la réglementation afin d'être applicables. Donc, c'est assez grave, vous l'aurez saisi, la portée de ce jugement.
Et il nous rappelle, et j'ai les prétentions de croire que le ministère et ce gouvernement ont été avisés dans le passé de différentes façons que il fallait procéder, que le fait de procéder par une directive affaiblissait ces mesures de protection et que inévitablement un jour ou l'autre elle serait défaite devant un tribunal. Il y a eu plusieurs avertissements en ce sens, même des tribunaux même. J'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard, particulièrement dans un cas particulièrement scandaleux qu'on appelle le domaine, le dossier du domaine Ismer. Il était relativement évident à plusieurs observateurs et intervenants dans le domaine de la protection des milieux humides que éventuellement cette politique n'aurait pas la force qu'a une loi, n'avait pas la force qu'a les règlements qui sont adoptés en vertu d'une loi, et donc un jour ou l'autre, on devrait y arriver à adopter une loi qui permettra de procéder à une protection efficace et des milieux humides au Québec et aussi des milieux hydriques. Alors, je crois que, Madame la Présidente, que nous devons ajourner bientôt. Alors, je vais terminer maintenant, mais je voudrais poursuivre donc à la reprise des travaux. Pardon? Vous avez moins d'une minute encore. À moins d'une minute encore. Alors, permettez-moi d'annoncer d'ores et déjà ce sur quoi j'aurai l'occasion de vous entretenir à la reprise des travaux. Je vais rappeler l'importance des milieux humides, en particulier les différents services écologiques qu'ils rendent à l'ensemble des Québécoises et des Québécois. Alors, je vous remercie, Monsieur le député de l'Assomption